Bonjour à tous. Bienvenue sur notre deuxième webinaire Santé sur le net, portant sur la Covid-19 et le déconfinement pour les maladies chroniques. Nous allons commencer par nous présenter. Alors, je suis Baptiste Gaudy. Et moi, Suzanne Lamotte. Et nous sommes tous les deux rédacteurs scientifiques pour Santé sur le net. Le site Santé sur le net a pour vocation de vous apporter une information scientifique venant de sources fiables et vérifiées, mais ne remplace en aucun cas un avis médical par un professionnel de santé. Et pour information, votre micro n'est pas activé. Donc, vous retrouverez un onglet sur la droite pour poser vos questions au fur et à mesure de notre présentation. Les autres participants ne verront pas vos questions, donc n'hésitez pas à nous poser ces questions. Et vous retrouverez également un onglet sondage sur la droite, qui cette fois est pour répondre à nos questions. Donc, la première question notamment qui vous a été envoyée, c'est de savoir effectivement si vous nous entendez bien pour pouvoir du coup bien suivre ce webinaire. Donc, on voit effectivement que la plupart des gens, très bien, tout le monde nous entend. Donc, ce webinaire se comportera en deux parties. Donc, il y aura 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Donc, dans ce deuxième webinaire, nous allons nous intéresser au déconfinement et à son impact sur les personnes porteuses de maladies chroniques. Donc, nous vous présenterons dans une première partie le déconfinement et les précautions générales à suivre. Puis, dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à certaines maladies chroniques en particulier et nous vous apporterons des conseils à suivre. Donc, nous parlerons plus spécifiquement de l'asthme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, du diabète et de l'hypertension artérielle. Donc, pour commencer, un petit rappel sur la situation et la Covid-19. Alors, la Covid-19, c'est une maladie due au coronavirus SARS-CoV-2. Il est apparu fin 2019 en Chine avant de se propager dans le monde entier. Donc, le virus, il va provoquer généralement des symptômes bénins, comme une fatigue, une fièvre, une toux, des maux de tête, mais encore une perte de goût et d'odorat. Mais parfois, il est aussi à l'origine de situations graves, avec des atteintes respiratoires, des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques, qui peuvent provoquer l'hospitalisation des patients en service de réanimation et parfois entraîner la mort de ces patients. Donc, à ce jour, on compte 4,35 millions de nouveaux cas au niveau mondial, 297 000 décès et 1,55 million de personnes guéries. Et que peux-tu nous dire concernant le déconfinement et la surveillance de l'épidémie durant cette période ? Alors, le déconfinement progressif a commencé, comme vous le savez, le 11 mai avec la surveillance de 3 indicateurs, qui sont le taux de nouveaux cas dans la population, les capacités hospitalières en réanimation et le système local de test et de détection des cas contacts. Donc, il y a 2 cartes nationales de suivi qui sont créées pour suivre l'évolution de la maladie avec 3 couleurs de régions que vous avez déjà pu voir, vert, orange et rouge pour les régions les plus à risque. Et ce qui va suivre, c'est que le 2 juin, le gouvernement va vérifier les mesures mises en œuvre pour contenir l'épidémie et pourra décider de l'évolution du déconfinement en fonction des résultats. Donc, il va y avoir des précautions générales qui seront à respecter pour éviter une recrudescence du nombre de nouveaux cas de Covid-19, que l'on ait ou non une maladie chronique. Et quelles sont-elles, ces recommandations et ces précautions ? Alors, il n'y a pas de secret, il faut continuer à appliquer les gestes barrières. Donc, pour rappel, il faut se laver les mains fréquemment, éviter de se toucher le visage, tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, saluer les personnes sans se serrer les mains et éviter les accolades. Dans l'espace public, porter un masque. Alors, vous pourrez retrouver nos infographies sur comment bien porter les masques sur le site de Santé sur le net. Il est aussi conseillé de respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres et de ne pas se rassembler à plus de 10 personnes. Et pour les personnes ayant des maladies chroniques, qu'en est-il ?
Alors, le plus important, c'est de continuer à prendre vos traitements habituels. Il ne faut surtout plus reporter vos consultations, vos soins ou vos examens nécessaires et pensez à prendre rendez-vous avant de vous déplacer chez un professionnel de santé, quel qu'il soit, que ce soit votre médecin, un soignant ou alors pour un rendez-vous dans un laboratoire, un cabinet ou à l'hôpital. Et surtout, n'oubliez pas que la consultation à distance est toujours possible. Aussi, soyez attentif à votre ressenti. Donc, pratiquez l'autosurveillance et surveillez l'apparition de nouveaux symptômes. En cas de besoin, vous pouvez également contacter la ligne téléphonique C pour être en relation avec des professionnels de santé qui sont là pour répondre à toutes vos interrogations spécifiquement sur les maladies chroniques et la COVID-19. Merci Suzanne pour cette information. Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie qui est spécifique aux maladies chroniques. Donc, tout d'abord, un état des lieux sur les maladies chroniques et le coronavirus. Alors, une maladie chronique, elle est définie comme une affection de longue durée, donc supérieure à 6 mois, qui, en règle générale, va évoluer lentement et sans tendance à la guérison. Donc, les maladies chroniques, elles sont responsables de 63% des décès en France et elles représentent la toute première cause de mortalité dans le monde. En France, on estime qu'il y a près de 20 millions de personnes atteintes d'une maladie chronique, parmi lesquelles l'asthme, la BPCO, le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, il y a une récente étude française qui a porté sur 1300 personnes souffrant d'une maladie chronique qui a montré un problème de suivi des patients chroniques pendant le confinement. Donc ainsi, il a été montré que la moitié a renoncé à au moins une consultation médicale, que ce soit en ville ou à l'hôpital, et que la moitié a également annulé un rendez-vous qui était prévu avec un médecin ou un spécialiste pendant ce confinement. Il a été montré que 30% des personnes souffrant d'une maladie chronique ont considéré que l'épidémie a eu un impact important sur leur prise en charge. Et il est à noter que 8% des patients ont même arrêté ou retardé leur traitement à cause de l'épidémie. D'autre part, certains médecins ont remarqué que leurs services ont été désertés pendant le confinement. Et cela leur fait craindre une aggravation de l'état de santé général de ces malades chroniques. Et donc, en fait, ils ont peur qu'il y ait une sorte de deuxième vague qui pourrait subvenir et submerger dans les services hospitaliers. Et cette fois-ci, elle ne serait pas forcément composée de personnes Covid positives, mais surtout de patients chroniques dont l'état se serait détérioré et exigerait une hospitalisation en urgence. Et du coup, quels sont les 3 objectifs du déconfinement qui ont été donnés par la Haute Autorité de Santé à l'intention des professionnels de santé? Alors effectivement, lors de la levée du confinement, il y a eu 3 objectifs pour accompagner les patients atteints de maladies chroniques et ou à risque de formes graves de Covid. Et donc ces 3 objectifs sont d'assurer la continuité de leur suivi et le rattrapage progressif de leur prise en charge, mais aussi d'accompagner le patient dans la décision partagée sur les modalités de levée du confinement et d'adaptation du mode de vie. Et le 3e objectif, c'est évidemment de protéger et de prévenir l'infection Covid-19, notamment chez les personnes les plus exposées à des formes graves d'infection. Donc ainsi, n'hésitez surtout pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions. Ils ont été vraiment briefés sur ces 3 objectifs. Donc, nous allons maintenant vous parler de 4 maladies chroniques en particulier, et notamment la première, que savons-nous sur l'asthme et la Covid-19? Alors, en France, on dénombre 4 millions de personnes asthmatiques. Alors, des études ont prouvé qu'il n'existait pas de risque particulier face au coronavirus si l'asthme est bien contrôlé. Alors, une question importante, comment reconnaître une crise d'asthme à certains symptômes de la Covid-19? Alors, effectivement, il faut savoir qu'une crise d'asthme, elle est toujours soulagée par l'inhalation d'un bronchodilatateur. Donc, aussi à savoir, c'est qu'une crise d'asthme, elle n'est pas associée à certains symptômes qui sont vraiment caractéristiques de la Covid-19,
comme la fatigue extrême, des maux de tête, de la fièvre ou la perte de goût et d'odorat. De plus, faites-vous confiance, c'est-à-dire que si vous ne reconnaissez pas les symptômes classiques à vos crises habituelles, alors vous pouvez soupçonner d'avoir été infecté par le coronavirus. Quelles sont les recommandations à suivre si on a de l'asthme? Alors, il est d'abord conseillé de poursuivre vos traitements de fond, donc que ce soit des corticoïdes inhalés, des corticoïdes oraux au long cours, évidemment à la dose minimale efficace, ou que ce soit des bronchodilatateurs inhalés. Donc ceux-ci, vous pouvez les utiliser en cas de crise et vous pouvez les renouveler jusqu'à 10 bouffées toutes les 20 minutes. D'autre part, respectez les gestes barrières. Et si vous observez une dégradation de votre état respiratoire, donc si par exemple vous avez plus souvent que d'habitude besoin à vos bronchodilatateurs, si vous vous réveillez la nuit à cause d'une gêne respiratoire, eh bien, consultez votre médecin traitant ou votre pneumologue. Et en cas d'urgence, donc si vous avez des signes d'oppression, une gêne importante et un essoufflement inhabituel, alors appelez le 15, mais ne vous rendez-vous pas vous-même aux urgences. Et vous pouvez également contacter l'association Asthme et Allergies avec leur numéro vert pour avoir des informations supplémentaires. Et du coup, on va s'attarder sur une autre maladie, et notamment, que savons-nous sur la bronchopneumonie chronique obstructive ou BPCO? Alors, en France, on dénombre environ 3,5 millions de personnes souffrant de BPCO. Là encore, il y a une analyse qui a été basée sur 7 publications scientifiques qui a montré que le fait d'avoir une BPCO n'augmentait pas le risque de contracter le coronavirus. Cependant, si vous avez une BPCO et que vous êtes infecté, alors là, vous avez un risque plus élevé de complications liées à la COVID-19. Et de plus, il a été montré dans une étude chinoise du Centre de contrôle et de prévention des maladies que votre taux de létalité serait multiplié à 3 par rapport à la population globale. Et quelles sont les recommandations à suivre du coup? Alors là encore, il faut que vous poursuiviez votre traitement de fond, que ce soit des bronchodilatateurs à courte ou longue durée d'action, ou bien une oxygénation ou une ventilation non invasive à domicile. Respectez encore bien les gestes barrières et si vous observez une dégradation de votre état respiratoire, consultez votre médecin ou votre pneumologue. Encore une fois, en cas d'urgence, contactez le SAMU, mais n'allez pas directement aux urgences. Et concernant le diabète, que savons-nous? Alors en France, on dénombre également 3,5 millions de personnes qui vivent avec le diabète. Les études montrent que vivre avec le diabète n'augmente pas le risque de contracter la COVID-19. Il a été également montré que les diabétiques de type 1 font très rarement des formes sévères. Mais cependant, les personnes vivant avec un diabète de type 2 seront plus à risque de développer des symptômes sévères et des complications. Donc cela peut être dû à l'excès de poids, à l'âge, aux maladies cardiovasculaires ou aux complications du diabète et à son non-équilibre. Au niveau physiopathologique, il a été montré que le virus pouvait endommager les cellules des îlots de Langerhans. Et c'est ce qui pourrait rendre compliqué le contrôle de la glycémie. Mais une autre explication à ce dérèglement de la glycémie chez les diabétiques infectés pourrait en fait être due à l'inflammation aiguë et à la réponse au stress provoquée par le coronavirus qui augmente le taux de glucose. Donc au final, il semblerait que les diabétiques ont des symptômes plus silencieux. Oui, effectivement. Il a été rapporté que la gravité de la COVID-19 est plus discrète en début d'infection chez les personnes diabétiques. Donc elles ont moins de fièvre, moins de frissons, moins d'oppression dans la poitrine et moins d'essoufflement. Donc ce manque de symptômes va finalement engendrer un retard
dans la prise en charge et donc un moins bon pronostic. Donc surtout, ne sous-estimez pas ces symptômes et parlez-en à votre médecin en cas de doute. Et donc, quelles sont les recommandations à suivre dans ce cadre-là? Alors, pour les personnes vivant avec le diabète, il est conseillé de poursuivre votre traitement de fond et surtout de poursuivre une surveillance médicale étroite de votre état de santé. Il est également conseillé de contrôler plus souvent sa glycémie, de bien se nourrir avec un apport important en protéines, en vitamines et en sels minéraux, et encore une fois, de bien respecter les gestes barrières. De plus, si vous avez des difficultés à gérer votre glycémie, eh bien, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien ou à votre médecin traitant. Et en cas d'urgence, appelez le 15. Et pour terminer, que savons-nous sur l'hypertension artérielle? Alors, en France, on dénombre 14 millions d'hypertendus. Donc, une hypertension artérielle non compliquée et bien contrôlée n'augmente pas le risque de contracter le coronavirus. Au niveau mondial, quelles que soient les études, il a été montré que 40 à 60% des patients infectés sont hypertendus. Donc, il semblerait que l'hypertension artérielle soit un marqueur associé à la COVID-19. Et il est à noter que les hypertendus souffrent souvent d'autres comorbidités qui peuvent être aggravantes dans le cas d'une infection. Il y a une question importante. Est-ce que les traitements anti-hypertenseurs aggravent le risque d'être infecté par le coronavirus? Alors en fait, cette question, elle est apparue à la suite d'une étude qui portait sur l'animal. Et celle-ci expliquait que l'entrée du coronavirus pouvait être facilitée par les traitements antihypertenseurs. Donc, pour y voir plus clair, le virus, il va utiliser un récepteur pour entrer dans nos cellules qui est une enzyme, c'est l'enzyme ECA2 ou enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et or, cette enzyme, elle peut être augmentée avec certains traitements antihypertenseurs de la famille des sartans et des inhibiteurs de l'ECA. Mais heureusement, il y a eu 3 études publiées début mai portant sur des milliers de patients et dans différents pays qui ont conclu que ces médicaments n'augmentaient pas le risque de contracter la COVID-19 ou de développer des formes sévères. Et une étude a même montré un risque plus faible de décès chez les patients infectés qui étaient traités pour leur hypertension. Et donc, quelles sont les recommandations à suivre lors d'un traitement par un antihypertenseur? Donc, avec ces études, on est vraiment persuadé qu'il faut continuer de suivre votre traitement de fond et il faut respecter les gestes barrières. Cependant, si vous observez une dégradation de votre état général, donc que votre tension artérielle n'est pas bien contrôlée, ou que vous avez des fièvres ou des diarrhées, eh bien, consultez votre médecin ou votre pharmacien pour adapter votre traitement. Et en cas d'urgence, donc si vous ressentez une douleur thoracique, des troubles neurologiques ou des troubles visuels, eh bien, appelez le 15. Et pour conclure, nous vous proposons de regarder ce tableau récapitulatif provenant de l'étude Open Safely. Alors, cette étude, elle est basée sur les données médicales de 17 millions d'adultes anglais suivis à l'hôpital, quel que soit leur statut par rapport au Covid-19. Donc, l'étude, elle a commencé le 1er février 2020. Donc, c'est la date de détection confirmée du 2e cas de la Covid-19 en Angleterre. Et elle s'est terminée le 25 avril 2020. Donc, l'étude, elle s'est intéressée aux comorbidités et à l'âge des personnes qui étaient décédées de la Covid-19. Et parmi ces 17 millions de personnes, on a noté 5 683 décès dus à la Covid-19. Donc, si on s'intéresse de plus près à ce tableau, eh bien, globalement, on remarque que le risque des décès par rapport à un sujet jeune et sans facteur de risque, il n'est pas augmenté chez une personne dont l'hypertension artérielle est bien traitée. Ensuite,
On remarque que ce risque il va être faiblement augmenté chez une personne dont le diabète est bien équilibré et il sera multiplié par 2,4 chez une personne dont le diabète est mal équilibré. Enfin, on peut également noter que ce risque est très faiblement augmenté chez une personne asthmatique. Et finalement, on peut constater que cette étude montre que ce n'est pas tant les maladies chroniques qui vont augmenter le risque de décès, mais plutôt l'âge du patient. Ainsi, vous voyez qu'après 80 ans, le risque de mourir de l'infection par le SARS-CoV-2, il va être 12 fois plus élevé que si on est âgé entre 50 et 60 ans. Donc faites bien attention à vous, respectez les gestes barrières et prenez soin de vos aînés. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de ce webinaire, qui consiste à répondre à toutes vos questions. Donc, encore une fois, vous avez l'onglet à votre droite pour le champ questions, si vous avez quelques questions à poser. Et notamment, nous avons une première question qui est de développer qu'est-ce qu'une comorbidité. En fait, le terme comorbidité désigne la présence d'un ou de plusieurs troubles qui sont associés à la maladie primaire, en fait. Donc, nous avons après une deuxième question. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent entraîner des formes graves de la maladie? Oui, alors tout à fait comme nous avons pu le voir, donc l'asthme, la BPCO, le diabète et l'hypertension artérielle sont des maladies chroniques qui peuvent être à la risque plus important de développer une forme grave en cas d'infection à la COVID-19. Et comme nous avons présenté lors de notre premier webinaire, eh bien, le Haut Conseil de la santé publique considère également que les personnes ayant un risque de développer une forme grave de la COVID-19 sont les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes qui souffrent de pathologies chroniques respiratoires, les personnes ayant une insuffisance rénale ayant une dialyse, les insuffisants cardiaques, les personnes ayant eu des antécédents cardiovasculaires, donc on compte tout ce qui est hypertension, des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, les personnes qui ont subi une chirurgie cardiaque. Les personnes qui ont une cirrhose de stade B sont également plus à risque. Toutes les personnes qui souffrent d'immunodépression, donc ça peut être dû à un médicament, à une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH, mais également des personnes qui ont subi une greffe et qui ont eu des traitements immunosuppresseurs ou des personnes avec un cancer. Les personnes souffrant d'obésité peuvent également être plus à risque de développer une forme grave. Et il est également noté que la femme enceinte à partir de son 3e trimestre était également plus à risque. Du coup, une deuxième question qui en découle. Donc, par rapport à l'obésité, qu'est-ce qu'on sait à ce propos? Oui, effectivement, nous n'avons pas eu le temps de développer la thématique sur l'obésité, mais il y a une étude française qui montre que 50% des patients Covid-19 hospitalisés en unité de soins intensifs étaient en situation d'obésité. Donc, il a été montré un lien possible entre la sévérité de l'obésité et la sévérité de la maladie Covid-19. Mais cependant, il y a toujours une question qui demeure. On ne sait pas vraiment si c'est l'obésité et donc l'indice de masse corporelle ou alors une anomalie lipidique ou un désordre du métabolisme glucidique qui est vraiment responsable de la gravité de la maladie. Donc voilà, peut-être qu'en fait, il s'agit des comorbidités liées à l'obésité qui augmentent le risque de développer une forme plus sévère. Et du coup, concernant en fait les maladies chroniques, il y a une question qui demande en fait s'il y a le droit de ne pas aller au travail si on a une maladie chronique et donc avec un risque potentiel au Covid. Oui, alors en fait, si vous êtes dans l'impossibilité de faire du télétravail,
eh bien, vous avez toujours la possibilité de bénéficier d'un arrêt de travail. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'assurance santé, l'assurance maladie Amélie pour avoir plus d'informations. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu un décret au journal officiel début mai qui décrivait 11 critères de vulnérabilité pour aider à l'adaptation des conditions de travail. Donc là encore, dans ces critères, il y avait les antécédents cardiovasculaires, les problèmes d'insuffisance cardiaque, rénale, et aussi tout ce qui touchait au diabète mal équilibré et à l'asthme. Et qu'en est-il du coup des personnes avec des cancers? Une nouvelle question. Oui, alors là encore, on peut dire qu'en général, une personne atteinte d'un cancer, elle va être plus exposée au risque d'infection en général. Donc, l'évaluation de la susceptibilité d'une personne, elle va vraiment se faire au cas par cas, en fonction de son état général, mais aussi du traitement suivi. Donc, par exemple, si vous avez une thérapie immunosuppressive, ce qui va réduire l'efficacité de votre système immunitaire, eh bien, vous serez plus à risque de développer le coronavirus ou toute autre infection. Donc, par rapport à l'étude et le tableau qui a été présenté à la fin de cette présentation, eh bien, il a été montré que pour les cancers non hématologiques, eh bien, en fait, le moment du diagnostic du cancer est important. Ainsi, un diagnostic assez récent, c'est un facteur de risque plus important que pour un cancer dont le diagnostic est supérieur à 5 ans. Et pour les cancers du sang, en fait, ça va être la même remarque, mais ce risque est encore plus important puisqu'il a été montré que le risque de décès est multiplié par 3,5 pour ce type de cancer-là. Donc, de manière générale, de toute façon, il ne faut surtout pas arrêter votre traitement contre le cancer. Il ne faut pas le décaler non plus et il ne faut pas retarder vos traitements et vos rendez-vous avec des médecins, mais surtout, appliquez bien les gestes barrières et demandez conseil à votre médecin. Du coup, il y a une autre question par rapport au risque de développer le Covid-19, donc avec la maladie de Parkinson. Ah oui, alors nous n'avons pas parlé de la maladie de Parkinson non plus, mais il faut savoir que la maladie de Parkinson n'est pas un facteur de risque d'infection ni de forme sévère d'infection. Donc, encore une fois, surtout, ne modifiez pas votre traitement anti-parkinsonien et respectez bien les gestes barrières. Donc, une question sur la personne du coup dialysée. Est-ce que j'ai le droit de recevoir des masques si je suis dialysé? Oui. Alors, effectivement, à partir du 11 mai, les personnes dites à très haut risque médical de développer une forme grave de la COVID-19, eh bien, elles ont le droit d'avoir 10 masques chirurgicaux par semaine. Donc, pour en bénéficier, eh bien, vous pouvez demander une prescription à votre médecin traitant et ensuite aller les retirer en pharmacie ou demander à vous les faire livrer par votre pharmacie. Donc, la dialyse fait partie de la liste des personnes à haut risque et la liste, elle a été définie par le Haut Conseil de santé publique. Donc, voilà, vous pouvez aussi la retrouver sur Internet, mais elle comprend les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes avec des antécédents cardiovasculaires, les diabétiques, les personnes dialysées et les personnes immunodéprimées. Enfin, une dernière question. J'ai reçu une greffe de rein. Est-ce que du coup, je peux sortir? Est-ce qu'il y a des risques? Alors, vous êtes autorisé à sortir. Ça, il n'y a aucune interdiction qui a été prise par le gouvernement. Mais cependant, il faut que vous soyez très vigilant à l'application des gestes barrières. Et donc, si possible, pour l'instant, demandez encore à vos proches de vous aider pour éviter les sorties inutiles. Parce que, voilà, effectivement, à cause de la greffe d'organes, votre système immunitaire a été très affaibli et donc vous avez un risque plus important de développer une infection et d'autant plus d'avoir une forme grave de la COVID-19. Tout comme du coup les autres traitements immunosuppresseurs qui peuvent avoir le même impact. Tout à fait. Donc, nous vous remercions pour votre participation. Nous espérons du coup que ce webinaire vous a plu.
Vous pouvez également retrouver notre premier webinaire, Covid-19, la maladie et les traitements. On développe un peu plus l'aspect sur la maladie, sur la pathologie et les traitements, notamment quelques essais cliniques qui sont en cours. Donc, cette vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube, Santé sur le net, ou en cliquant directement sur le lien qui s'affiche à votre écran. Nous espérons aussi vous voir bientôt sur nos prochains webinaires Santé sur le net. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir et bonne journée. Bonne journée.